Il existe des histoires que l'on croit connaître. Des contes de fées modernes, brillants, parfaits en apparence. Mais derrière les sourires éclatants et les couronnes étincelantes, derrière les tapis rouges et les robes de rêve, se cachent parfois des vérités que le monde préfère ignorer. Des vérités douloureuses. Déchirantes. Humaine. Grace Kelly, l'étoile d'Hollywood devenue princesse de Monaco, semblait incarner l'idéal absolu. La beauté, le succès, l'amour, la royauté. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière les ors du palais, derrière les flashs et les apparences, un autre récit se tissait. Un récit fait de sacrifices silencieux, de renoncements amers, d'une solitude que même les projecteurs les plus puissants ne pouvaient éclairer point avant de quitter ce monde brutalement. Avant que le destin ne vienne tout balayer en une fraction de seconde, le prince régné, accablé de douleur, aurait confié une vérité longtemps gardée secrète. Une vérité bouleversante, sur celle qu'il avait tant aimée, et peut-être aussi, tant blessée. Voici l'histoire de la dernière confession du prince. Voici l'histoire de Grace Kelly, telle que vous ne l'avez jamais entendue. Bien avant que son nom ne soit murmuré dans les salons dorés du palais princier de Monaco, Grace Kelly brillait déjà d'un éclat singulier, presque irréel, qui semblait défier la gravité du monde réel. Née en 1929 au sein d'une famille aisée de Philadelphie, entourée de conventions et de rêves américains, la jeune Grace manifesta très tôt une soif d'indépendance. Une volonté farouche de s'extraire du carcan confortable dans lequel la société voulait l'enfermer. Délaissant les promesses d'un destin domestique pour les lumières crues de la scène, elle gravit, à force d'opiniâtreté, les marches d'un monde alors dominé par les hommes, imposant son élégance discrète, son regard mélancolique et sa voix cristalline comme autant de signatures uniques dans une industrie avide de visages nouveaux mais prompte à en consumer l'éclat. À Hollywood, on la surnommait la reine de glace et non pas pour un quelconque dédain, mais pour cette aura presque éthérée, cette manière de se tenir toujours à un pas de la foule, comme si une part d'elle demeurait à jamais insaisissable. Grace n'était pas seulement une actrice talentueuse, elle était un mystère vivant, un rêve que nul ne pouvait totalement étreindre. Sa beauté, froide et pure comme un matin d'hiver, fascinait les réalisateurs les plus brillants de son temps. Alfred Hitchcock, captivé par cette tension permanente entre son apparente réserve et le feu couvant sous sa surface, en fit son héroïne fétiche, sa muse silencieuse. Des chefs-d'œuvre comme Fenêtre sur cour ou La main au collet scellèrent son statut d'icône intemporelle, une femme dont la caméra peinait à capturer la pleine complexité. Mais derrière les flashs crépitants, derrière les sourires savamment composés pour les premières et les cérémonies, se cachait une autre réalité. Moins éclatante, plus fragile. Une femme en quête d'elle-même, oscillant entre les attentes d'une Amérique conservatrice et ses propres désirs d'émancipation, entre la peur de l'échec et le vertige de la liberté. Chaque rôle, chaque tapis rouge, chaque Oscar jusqu'à celui remporté pour une fille de la province ajoutait une pierre à l'édifice de son mythe, mais aussi un poids à ses épaules délicates. À seulement 26 ans, Grace Kelly était devenue plus qu'une actrice. Elle était une légende vivante, prisonnière de l'image que les autres avaient façonnée pour elle, incapable de trouver, derrière les projecteurs, un espace où elle pourrait enfin être simplement elle-même. Et c'est précisément à ce moment-là, alors qu'elle touchait au sommet de la gloire, que le destin, sous les traits d'un prince méditerranéen en quête d'une épouse et d'un symbole, vint frapper à sa porte, portant dans ses mains le masque scintillant du rêve, et dans ses poches, les graines silencieuses d'une tragédie. À première vue, Monaco, ce minuscule territoire accroché aux falaises de la Méditerranée, semblait tout droit sorti d'un rêve doré. Un climat d'éternel printemps, une mer d'un bleu impossible, des collines parfumées par les effluves de jasmin et d'oranger. Mais derrière cette carte postale idyllique, la réalité économique et politique de la principauté, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, était autrement plus sombre. Le pays tout entier, avec ses moins de 10 000 habitants, vivait dans l'ombre grandissante de la ruine. Les caisses de l'État étaient presque vides, le tourisme, jadis fleuron de la prospérité monégasque, s'était effondré, et les grands aristocrates européens qui venaient autrefois dépenser leur fortune au casino de Monte-Carlo désertaient progressivement, séduits par d'autres rivages plus dynamiques. La principauté, trop petite pour peser économiquement, trop exposée pour rester à l'écart des grands bouleversements du monde moderne, menaçait lentement de sombrer dans l'oubli. Le rocher de Monaco, théâtre de tant de fastes passés, devenait une scène vide, un décor sans acteurs, attendant désespérément qu'on vienne y rallumer la lumière. Et au cœur de cette angoisse silencieuse, se trouvait Régnier III, jeune prince de 26 ans, récemment monté sur le trône à la mort de son grand-père Louis II. On l'imagine souvent comme un souverain sûr de lui, autoritaire, presque austère. Mais la vérité est infiniment plus humaine et plus douloureuse. Régnier, derrière sa posture officielle, était un homme seul, accablé par le poids d'une responsabilité immense, un homme conscient qu'il pourrait être celui sous le règne duquel Monaco s'éteindrait à jamais. Lui-même, orphelin de son père très jeune, élevé entre des figures familiales conflictuelles, avait grandi avec une blessure silencieuse, une soif immense de reconnaissance, de respectabilité, et surtout de légitimité. Il voulait non seulement sauver Monaco, mais aussi se prouver à lui-même qu'il en était capable, qu'il n'était pas cet enfant fragile que tant avait sous-estimé. Dans ses appartements du palais, face à la mer vide, face à des bilans financiers alarmants, Régnier passait de longues heures à ruminer son avenir. Il savait qu'il ne suffisait pas d'aimer son peuple pour garantir sa survie. Il fallait un miracle. Ou plutôt, il fallait une icône.
une figure capable d'attirer le regard du monde entier, de réinventer l'image de Monaco, de transformer cette principauté moribonde en un mythe moderne. Un mariage, murmuraient ses conseillers, mais pas avec n'importe qui. Il fallait une reine de beauté, une étoile, une femme capable d'enflammer l'imaginaire collectif. Une union stratégique, presque diplomatique, où le cœur aurait peu de place, mais où l'apparence serait reine. Alors Régnier, le regard perdu vers l'horizon incertain, comprit qu'il devait lui aussi se faire stratège, qu'il devait, pour sauver son trône, troquer une part de ses rêves personnels contre un mariage d'État, contre une alliance qui transcenderait les simples sentiments humains. Et c'est ainsi, dans les couloirs feutrés du pouvoir, dans les chuchotements inquiets des ministres et les regards lourds de sens de ses proches, que germa l'idée folle. Approcher Hollywood, cet empire des rêves où naissaient les légendes contemporaines. Là-bas, dans ce lointain pays de lumière et de fausse insouciance, se trouvait peut-être celle qui pourrait devenir l'âme nouvelle de Monaco. Là-bas, une actrice au visage d'ange, à la renommée grandissante, faisait fondre les écrans du monde entier par sa seule présence. Grace Kelly. Elle semblait incarner exactement ce que Monaco appelait désespérément. La pureté, l'élégance, la modernité, l'idéal inatteignable qui pouvait transformer la principauté en un mythe éternel. Mais à cet instant précis, Régnier savait-il vraiment ce qu'il s'apprêtait à sacrifier ? Avait-il conscience que derrière cette manœuvre politique, derrière ce besoin vital de sauver son peuple, il allait peut-être condamner deux cœurs solitaires à s'enchaîner dans un lien magnifique en apparence, mais tragiquement étouffant au fond de l'âme? Dans ce château suspendu au-dessus des eaux, Régnier, jeune souverain, jouait sans le savoir la première note d'une symphonie magnifique et déchirante. Une symphonie qui allait, quelques années plus tard, l'élever au rang de mythe, et le condamner à vivre avec un regret immense gravé dans sa chair. Ce que les contes de fées ne disent jamais, ce que les tapis rouges éclatantaient sous l'éclat des projecteurs, c'est que bien souvent, derrière les plus grandes histoires d'amour racontées au monde, se cachent des calculs précis, des nécessités froides, des jeux d'influence où le destin individuel s'efface sous le poids de la stratégie. Et c'est dans cette logique impitoyable que se prépare, presque en secret, la rencontre entre Grace Kelly et Régnier III. Une rencontre moins dictée par le hasard que par les rouages invisibles d'intérêts convergents. Le Festival de Cannes, ce printemps-là, en 1955, offrait le décor parfait pour un coup de théâtre diplomatique déguisé en romance hollywoodienne. La Croisette, vibrante d'espoir et de glamour, rassemblait l'élite du cinéma mondial et attirait dans son sillage les regards de la planète entière. Grace, en pleine ascension fulgurante, était l'invité d'honneur, et sa beauté calme, presque irréelle, fascinait jusqu'au plus blasé des critiques. Régnier, quant à lui, intrigué et conseillé avec insistance, y voyait l'opportunité tant attendue de relancer l'image vieillissante de son royaume minuscule. Ce n'est pas par une étincelle de destin que les chemins de Grace et de Régnier vont se croiser ce jour-là. Non, la rencontre est soigneusement orchestrée par Olivia de Havilland, la grande actrice amie de Grace, et son mari, Pierre Galante, un journaliste influent de Paris Match, tout aussi conscient que Monaco avait besoin d'un miracle. Une visite y officielle et au Palais Princier est planifiée, sous prétexte d'une séance photo. Une visite anodine en apparence, mais en réalité lourdement chargée d'attentes silencieuses. Grace, ce matin-là, enfile une robe légère, presque simple, pour faire bonne impression sans donner l'air de la provocation. Mais elle est tendue, nerveuse, méfiante, comme si, au fond d'elle, une voix secrète murmurait que cet événement allait bouleverser son existence de façon irréversible. À peine la voiture franchit les grilles du palais que le piège doré se referme doucement sur elle. Régnier, vêtu d'un costume sobre mais impeccable, l'accueille avec un sourire réservé, presque intimidé. Il n'est pas l'image stéréotypée du prince de conte de fées. Derrière ses gestes polis, son regard trahit une tension, une angoisse sourde. Il sait l'enjeu de cette rencontre, il sait ce qu'on attend de lui. Charmer, séduire, convaincre. Non pas tant pour lui-même que pour Monaco, pour son peuple, pour cet héritage historique suspendu au-dessus du vide. Et Grace, elle, sous les lustres étincelants du palais, découvre un monde à 1000 lieues de son univers de studio. Un monde figé dans une étiquette stricte. Un monde de dorures vieillissantes et d'obligations tacites. Un monde fascinant et oppressant à la fois. Ce n'est pas un flirt innocent qui naît entre ce jour-là. C'est un échange silencieux de regards pleins de questionnements, de sourires forcés, de gestes prudents, comme deux êtres conscients que leur rencontre pourrait décider d'une vie entière. La visite se poursuit dans les jardins privés, parmi les cyprès et les roses soigneusement taillées. Le photographe officiel immortalise l'instant. Régnier, debout à côté de Grace, l'air solennel, presque raide, tandis qu'elle sourit avec ses grâces impeccables qui a fait d'elle une étoile mondiale. Mais derrière ce sourire, derrière ce visage parfait, son cœur bat à toute allure, tiraillé entre curiosité et pressentiment. Elle sent que ce n'est pas simplement un prince qu'on lui présente, mais un destin tout entier qu'on lui propose, avec tout ce qu'il implique de renoncement et de sacrifice. En quelques heures à peine, une danse subtile, presque imperceptible, se met en place. Elle, la femme libre, l'icône hollywoodienne, sans l'étau des attentes se resserrer autour d'elle. Lui, le prince isolé, sans la possibilité de sauver son royaume lui échapper s'il ne sait pas convaincre cette étoile insaisissable de descendre du ciel pour marcher à ses côtés. Et pourtant, malgré tout, malgré la mise en scène savante, malgré les enjeux immenses qui pèsent sur eux,
un étrange éclat traverse l'instant, peut-être une étincelle d'authenticité, peut-être la simple reconnaissance mutuelle de deux solitudes qui se rencontrent au sommet de leurs doutes. Un éclat fragile, précieux, mais qui suffira, pour un temps, à nourrir l'illusion d'une histoire née du hasard et non du calcul. En quittant Monaco ce soir-là, Grace emporte avec elle un sourire énigmatique et une décision à laquelle, sans encore le savoir, elle aura bientôt à répondre. Une décision qui changera non seulement sa vie, mais aussi l'histoire d'un royaume entier. Pendant que Monaco retient son souffle, pendant que Régnier, dans l'intimité du palais, attend un signe qui pourrait sceller son destin, à des milliers de kilomètres de là, Grace Kelly, dans son appartement discret de Los Angeles, fait face à une tempête intérieure dont elle-même peine à mesurer toute l'ampleur. À Hollywood, tout semblait lui sourire. Elle avait conquis les plus grands réalisateurs, partagé l'écran avec les acteurs les plus célèbres de son temps, et surtout, elle avait atteint en quelques années à peine ce que tant d'autres poursuivaient toute une vie sans jamais l'effleurer, une place dans l'éternité du cinéma. Son Oscar pour une fille de la province avait consacré son talent, prouvant qu'elle n'était pas seulement un visage parfait, mais une comédienne capable d'incarner la vérité nue, la fragilité, la complexité de l'âme humaine. À 26 ans, elle était au sommet d'une carrière qui s'annonçait encore plus grandiose. De nouveaux rôles prestigieux l'attendaient, de nouvelles collaborations avec des cinéastes visionnaires. Elle était libre, indépendante, souveraine de son propre destin. Et pourtant, depuis sa rencontre avec Régnier, quelque chose s'était fissuré en elle, quelque chose d'invisible mais d'irréversible. Elle sentait peser sur ses épaules une proposition qui n'avait pas été formulée directement, mais qui résonnait dans chaque silence, dans chaque regard échangé. Renoncer. Tout abandonner. Devenir princesse. Épouser non seulement un homme, mais un pays, un peuple, une histoire. Grace Kelly n'était pas naïve. Elle savait qu'une telle décision n'aurait rien d'un conte de fées insouciant. Elle comprenait qu'en disant oui, elle accepterait de tourner définitivement la page de sa vie d'artiste, d'aspiration personnelle, de liberté. À Monaco, il n'y aurait pas de caméra pour la sublimer, pas de réalisateur pour capturer ses silences, pas de récompense pour ses performances. Il n'y aurait qu'un protocole millénaire à respecter, une rigueur étouffante à endosser, et un rôle, cette fois-ci, pour lequel elle ne pourrait jamais crier « couper » pour faire une pause. Dans ses lettres à ses proches, dans ses confidences murmurées entre deux tournages, Grace laisse transparaître cette peur sourde, ce doute immense. Était-elle prête à devenir autre chose qu'elle-même? Pouvait-elle supporter d'être regardée, non plus pour son talent ou son âme, mais pour son titre, pour son image figée dans l'apparat? Ses parents, ambitieux et fiers, la poussaient à accepter. Le prestige d'une union avec une maison princière semblait, à leurs yeux, l'aboutissement ultime de la réussite sociale. Mais Grace, au fond de son cœur, savait que ce n'était pas leur vie à eux qu'elle engageait, c'était la sienne. Pendant des nuits entières, elle erra seule dans son appartement, relisant des scénarios qu'elle ne tournerait jamais, caressant du regard les robes de cinéma qu'elle ne porterait plus, se rappelant chaque regard complice échangé avec les caméras, chaque frisson d'émotion volé au public, chaque rêve de jeune fille qui l'avait porté jusqu'à ce sommet fragile. Tout cela devrait être abandonné. Tout cela, sacrifié. Car dire oui, ce n'était pas seulement dire oui à Régnier, c'était dire adieu à Grace Kelly. C'était accepter de devenir une autre, son Altesse Sérénissime la princesse de Monaco. Musique triste, plan lent sur Grace assise devant une fenêtre, regardant au loin, une larme discrète. Et dans un élan d'une immense tristesse, d'un courage presque insensé, elle fit son choix. Elle choisit le devoir, elle choisit l'abnégation, elle choisit d'éteindre sa propre lumière pour illuminer celle d'un pays tout entier. Un sacrifice que peu ont su comprendre à l'époque. Un sacrifice que, jusqu'à ces derniers jours, Régnier lui-même confessera avoir sous-estimé dans son ampleur, dans sa brutalité silencieuse. Car il ne s'agissait pas seulement d'un mariage royal. Il s'agissait de la disparition volontaire d'une étoile, consentante mais profondément meurtrie. D'une femme qui avait tout conquis, et qui, par amour ou par devoir, acceptait de tout perdre. Et dans ce choix vertigineux, dans cet abandon terrible, se cache peut-être la vérité la plus poignante de l'histoire de Grace Kelly. Celle d'une héroïne tragique, dont le plus grand rôle fut celui qu'elle dut jouer sans applaudissements. Celui d'une vie entière vécue derrière un masque de perfection, dans les dorures étouffantes d'un palais qu'elle n'avait jamais rêvé habiter. Le 18 avril 1956, Monaco, ce petit état niché entre mer et montagne, devient le théâtre d'un événement d'une ampleur inédite, le mariage du prince Régnier III et de l'actrice américaine Grace Kelly. Ce mariage, qualifié de noces du siècle, attire l'attention du monde entier, captivant des millions de spectateurs à travers les écrans de télévision. La cérémonie civile se déroule dans la salle du trône du palais princier, en présence de 80 invités triés sur le volet. Le lendemain, le 19 avril, la cathédrale Saint-Nicolas accueille la cérémonie religieuse, une messe solennelle célébrée en français par l'évêque Gilles Barthes, devant 700 invités, dont des membres de familles royales, des célébrités et des dignitaires internationaux.
Grace Kelly, resplendissante dans une robe de mariée conçue par Helen Rose, couturière de la MGM, incarne l'élégance et la grâce. La robe, confectionnée avec 300 mètres de dentelle belge ancienne et 150 mètres de soie, taffetas et tulle, est un cadeau du studio MGM. Elle est accompagnée d'un voile en tulle de 90 mètres et d'un bouquet de muguets. Le prince Rainier, dans un uniforme militaire qu'il a lui-même dessiné, attend sa future épouse à l'hôtel. Les 2 cérémonies sont retransmises en direct, attirant plus de 30 millions de téléspectateurs à travers le monde. Les festivités se prolongent pendant plusieurs jours, avec des bals, des réceptions et des spectacles, transformant Monaco en un véritable conte de fées vivants. Le mariage de Grace Kelly et du prince Rainier III reste à ce jour l'un des événements les plus emblématiques du XXe siècle, symbolisant l'union du glamour hollywoodien et de la tradition monarchique. Lorsque les caméras s'éteignent, lorsque les applaudissements s'évanouissent comme un écho lointain dans les pierres du vieux palais, lorsque la robe de mariée est soigneusement rangée dans un coffre tapissé de satin, c'est une toute autre réalité qui s'installe, lente et inexorable, autour de Grace Kelly. Derrière les murs immenses et les dorures scintillantes, la vie de princesse est loin, terriblement loin, de l'image de conte de fées que le monde entier s'imagine avec candeur. Il ne s'agit plus de paillettes ni de glamour. Il s'agit d'un quotidien implacable, millimétré, encadré par un protocole séculaire dont la rigueur surprend même la jeune américaine qui, bien que disciplinée, découvre peu à peu l'étendue des sacrifices que son nouveau rôle exige. À Monaco, chaque geste est observé. Chaque mot prononcé devient un symbole. Chaque absence, chaque erreur, chaque silence même, peut être interprété, commenté, amplifié. La liberté d'expression qui avait nourri son art n'a plus sa place ici. À présent, elle doit parler au nom d'une institution, d'une dynastie, d'un peuple entier. Au fil des semaines, le poids des responsabilités commence à peser sur ses épaules fines. Elle qui, à Hollywood, respirait l'insouciance et la créativité, se retrouve enfermée dans un carcan de traditions immuables. Chaque matin, elle doit planifier ses journées avec une précision d'orfèvre. Audience officielle, inauguration, gala de charité, réunion avec des associations. Son temps n'est plus son propre bien. Il appartient désormais au rocher, à Monaco, à l'histoire même. Et avec Rainier, malgré la tendresse réelle qui les unit, les premières heures apparaissent. Lui, formé dans la rigueur monarchique depuis son enfance, peine à comprendre la nostalgie qui parfois voile le regard de sa femme. Il souhaite, sincèrement, l'aider à s'acclimater, mais il est lui-même pris dans l'engrenage d'une principauté à moderniser, à protéger, à élever au rang de joyau de la Méditerranée. Leur amour devient, jour après jour, un exercice d'équilibriste entre les exigences publiques et les besoins intimes. Et puis, il y a la solitude. Une solitude sourde, immense, qui s'insinue dans les interstices du quotidien, qui érode lentement les rêves et les forces. À Hollywood, elle vivait entourée d'amis, de collaborateurs, de familles de cœur. À Monaco, tout est plus restreint, plus feutré, plus codifié. Les amitiés sont difficiles à nouer, la méfiance est omniprésente. Et dans l'intimité du palais, malgré les serviteurs, malgré l'agitation apparente, le silence règne souvent en maître. Un silence si dense qu'il semble peser sur la poitrine, comme une mer d'hiver endormie sous les falaises. Grace tente de trouver du réconfort dans ses enfants, dans la beauté du paysage, dans les œuvres de charité qu'elle parraine avec passion. Elle s'investit corps et âme dans la fondation Princesse Grace, cherchant à insuffler un peu de son ancienne liberté dans ce nouveau rôle. Elle y met son cœur, son énergie, son nom, devenant pour beaucoup une figure de douceur, d'espoir, de générosité. Mais, au fond, une part d'elle-même demeure inconsolable. La femme de théâtre, la muse de Hitchcock, l'actrice récompensée et adulée, vit désormais en silence dans une alcôve secrète de son cœur, comme une flamme vacillante que l'on protège du vent. Et Rainier, avec le recul du temps, comprendra cette blessure. Dans des confidences rares, il admettra que le palais, avec toute sa splendeur, avec tout son prestige, a aussi été pour Grace une cage dorée, une prison magnifique, mais une prison quand même. Le conte de fées n'était pas un mensonge. Il avait existé. Mais il portait en lui la mélancolie terrible de ses rêves trop beaux, trop grands, qui doivent, un jour ou l'autre, être payés d'un prix que peu sont prêts à assumer. Et Grace, sans jamais se plaindre, sans jamais renier son choix, assumera cette vie avec une grâce surhumaine. Elle tiendra son rang, elle incarnera Monaco avec éclat. Mais dans son regard, dans certaines photos volées où l'on devine une ombre fugace, une lassitude discrète, se lisait une vérité que seuls les plus attentifs ont su entrevoir, celle d'une étoile contrainte de briller pour les autres, tout en s'éteignant doucement pour elle-même. La vie n'est jamais un long fleuve tranquille, même lorsqu'elle semble baignée de soie et de couronnes d'or. Pour Grace, après l'effervescence des premières années, après la beauté presque irréelle de ce rêve devenu réalité, viennent les premiers accros, les premiers coups de canif dans l'étoffe si délicate de son existence princière. D'abord, il y a la frustration d'avoir dû renoncer à sa carrière. Car même si elle s'était engagée, par amour et par devoir,
a abandonné Hollywood, les propositions continuent d'arriver, vibrantes, séduisantes, parfois même désespérées. Alfred Hitchcock lui-même, son mentor et ami, la supplie de revenir pour jouer dans Marnie, un rôle complexe, taillé sur mesure pour sa froide élégance et son feu intérieur. Grace hésite, s'interroge, ressent l'appel viscéral de son art, ce besoin irrésistible de s'exprimer autrement que par des sourires diplomatiques et des discours officiels. Mais Régnier refuse catégoriquement. Monaco ne peut pas avoir pour princesse une actrice de cinéma, fût-elle la plus pure et la plus adulée. L'image du rocher doit rester impeccable, intemporelle, hors du tumulte des studios. Alors Grace abandonne ses rêves une deuxième fois, mais cette fois-ci, la douleur est plus sourde, plus profonde. C'est une mort symbolique qu'elle vit, silencieusement, chaque fois qu'elle décline une invitation, chaque fois qu'elle referme sur elle la porte d'un monde qu'il avait tant aimé. À cette blessure intime viennent s'ajouter les tensions conjugales. Régnier, accaparé par ses devoirs, parfois colérique, souvent distant, semble changer. Le jeune prince amoureux, celui qu'il a regardé avec adoration lors de leurs premières entrevues, est devenu un chef d'État rigoureux, un homme inquiet pour son pays, parfois incapable de comprendre les failles invisibles de son épouse. Le poids du trône pèse aussi lourd sur ses épaules que sur les siennes. Et au sein de leur couple, l'amour, bien que réel, est mis à rude épreuve par l'incompréhension, les attentes non formulées et le lourd silence des sacrifices consentis mais jamais oubliés. La maternité, pourtant tant désirée, n'apaise pas toutes les blessures. Elle apporte certes de la joie à la naissance de Caroline, puis d'Albert, et est célébrée avec une ferveur immense, mais elle ajoute aussi des obligations supplémentaires, des contraintes nouvelles. Chaque grossesse est vécue sous l'œil implacable du public, chaque apparition est commentée, scrutée, parfois cruellement moquée. La princesse doit être parfaite en toutes circonstances, mère modèle, épouse exemplaire, ambassadrice irréprochable. Et dans ce tourbillon d'attente et de pression, la solitude devient plus mordante, plus âpre. Certains jours, Grace sentait son âme se rétracter, comme une fleur oubliée au fond d'un vase de cristal. Elle trouvait un peu de répit dans l'art, elle écrivait des poèmes, peignait, faisait des lectures publiques pour des œuvres caritatives. Mais jamais cela ne suffisait tout à fait à combler ce vide, cette nostalgie lancinante d'une vie où elle pouvait être elle-même sans artifice. Image, Grace lisant à haute voix dans une bibliothèque, regardant tendrement ses enfants jouer. En privé, Régnier reconnaîtra plus tard combien il a sous-estimé l'ampleur du sacrifice qu'il lui avait demandé. Dans un moment de confidence rare, il avouera à ses proches « J'ai cru lui offrir un royaume, mais parfois, je me demande si je ne lui ai pas pris la liberté ». Ces mots, simples et poignants, résument toute la tragédie cachée de leur histoire. Un amour sincère, étouffé par la lourdeur des couronnes. Un conte de fées devenu, sans qu'il ne le veuille, une élégante mélancolie. Et Grace, toujours digne, toujours souriante, continue d'avancer, jour après jour, avec ses grâces infinies qui restera pour toujours gravée dans la mémoire collective. Mais derrière les sourires parfaits et les parures scintillantes, il y avait une femme fragile, courageuse, dont l'âme pleurait parfois en silence, à l'abri des regards. Malgré les orages, malgré les cicatrices invisibles que la vie de cour a laissées sur son cœur, il serait injuste de croire que Grace Kelly n'a connu, à Monaco, que tristesse et regrets. Car au-delà des renoncements, au-delà des blessures enfouies, il y eut aussi des moments de bonheur simple, de joie pure, éparpillés comme des éclats de lumière dans son existence parfois assombrie. Au fil des années, Grace avait fini par apprivoiser la vie monégasque, par comprendre ses subtilités, par trouver sa propre place dans cet univers si codifié. Elle n'était plus l'actrice exilée, la princesse hésitante. Elle était devenue une femme forte, une souveraine respectée, une mère aimée, une figure centrale dans la vie du rocher. Son engagement profond dans des causes humanitaires, son amour de l'art et de la culture, sa capacité à insuffler une âme chaleureuse dans la rigidité du protocole firent d'elle une princesse profondément appréciée par ses sujets. À mesure que ses enfants grandissaient, Grace trouvait de nouvelles raisons de sourire. Caroline, l'aînée, avec son tempérament fougueux et son regard pétillant. Albert, l'héritier sérieux et sensible. Stéphanie, la petite dernière, vive et effervescente. Chaque jour auprès d'eux était une victoire silencieuse contre la mélancolie, une preuve que l'amour maternel pouvait combler certains vides qu'aucune gloire ne saurait jamais remplir. Et avec Régnier, malgré les épreuves traversées, une forme de tendresse profonde, patinée par les années, avait remplacé les passions premières. Ils partageaient désormais une complicité discrète, faite de regards entendus, de gestes simples, de cette affection silencieuse qui unit ceux qui ont cheminé ensemble dans l'adversité. Ce n'était plus le rêve hollywoodien, c'était une réalité plus sobre, mais aussi plus authentique, plus précieuse. Pendant les étés, ils s'échappaient souvent du palais, cherchant refuge dans leur maison de campagne à Rock-à-Gel, perchée sur les hauteurs. Là, loin du faste et des obligations, Grace redevenait une femme presque ordinaire. Elle se promenait pieds nus dans le jardin, elle cueillait des fleurs, elle cuisinait parfois pour sa famille. Sous le ciel immense et la chaleur douce du sud,
elle retrouvait par instant cette liberté légère qu'elle avait enchérie. C'était dans ces lieux, loin des projecteurs, qu'elle était la plus heureuse. Rock à Gel n'était pas un palais, c'était un foyer, un endroit où elle pouvait, sans artifice, être simplement Grace. À l'aube des années 1980, Grace semblait apaisée. Elle parlait de projets nouveaux, de voyages, d'initiatives culturelles à développer à Monaco. Elle souriait plus facilement, riait plus souvent, comme si, après tant d'années de compromis, elle avait enfin trouvé une forme d'équilibre fragile, mais réel. Son visage, désormais marqué par le temps, n'avait rien perdu de sa beauté éclatante. Au contraire, il s'était enrichi d'une profondeur nouvelle, d'une douceur un peu mélancolique, d'une lumière intérieure que seule une vie pleinement vécue pouvait offrir. Et dans ces moments suspendus, lorsque le vent tiède caressait les oliviers, lorsque le rire de ses filles résonnait sous les cèdres, lorsque Régnier lui tendait une coupe de champagne avec un sourire fatigué mais sincère, Grace Kelly n'était plus la star de cinéma, ni même la princesse sous les ors de Monaco. Elle était une femme comblée par l'essentiel. L'amour, la famille, la beauté éphémère des choses simples. Personne, pas même elle, ne pouvait deviner que ces instants seraient parmi les derniers. Que le destin, cruel et inattendu, s'apprêtait à briser à jamais ce fragile équilibre. Que bientôt, un simple virage, un élan de fatigue, un battement d'aile du sort, viendrait tout emporter dans un souffle brutal. Le 13 septembre 1982 aurait dû être une journée ordinaire, presque banale, dans la vie désormais paisible de la princesse Grace. Rien, ce matin-là, ne laissait présager la tragédie imminente. Rien ne signalait que le fil discret de son existence allait brutalement se rompre, suspendant le souffle d'un peuple entier, bouleversant à jamais l'image parfaite d'un conte de fées vivant. Grace, comme souvent, avait choisi de quitter Rock à Gel en voiture, accompagnée de sa fille cadette, Stéphanie, alors âgée de seulement 17 ans. C'était une route qu'elle connaissait par cœur, cette route sinueuse, bordée d'oliviers et de pierres sèches, qui descendait en lacets serrés jusqu'à la principauté, longeant à flanc de montagne les précipices abrupts surplombant la Méditerranée. Ce chemin, elle l'avait emprunté des centaines de fois, souvent avec légèreté, parfois avec hâte, mais ce jour-là, pour une raison qu'on ne saura jamais pleinement expliquer, quelque chose dérapa. Le ciel était clair, la lumière douce. Dans l'habitacle de la Rover, la conversation semblait légère, anodine. Des projets de voyage, des discussions sur l'avenir de Stéphanie, peut-être quelques rires étouffés par le ronronnement du moteur. Et puis soudain, l'inattendu. Une embardée brutale. Un instant d'inattention, une accélération imprévue, une pédale mal enclenchée, ou peut-être un malaise. Personne ne saura jamais exactement. La voiture quitte sa trajectoire, franchit la faible protection du bas-côté et plonge dans le vide, entamant une chute terrifiante de plusieurs mètres avant de s'écraser violemment contre les arbres en contrebas. L'accident est d'une violence inouïe. Dans la carcasse disloquée, les sauveteurs, arrivés rapidement, découvrent Grace inconsciente, gravement blessée, et Stéphanie, blessée mais encore lucide, coincée dans l'enchevêtrement des tôles froissées. La scène est d'une indicible horreur, d'une brutalité que rien, dans la vie dorée du rocher, n'avait jamais laissé entrevoir. Transportée d'urgence à l'hôpital de Monaco, Grace est plongée dans un coma profond. Les médecins, les meilleurs spécialistes, se relaient, tentant désespérément de stabiliser son état, priant presque pour un miracle que, au fond de leur cœur, ils savent déjà hors de portée. Régnier, prévenu immédiatement, accourt auprès de son épouse. Quand il franchit les portes de l'hôpital, son visage habituellement impassible est déformé par l'angoisse. Il serre la main de Grace, il lui parle doucement, comme s'il espérait que, par la force de l'amour, il pourrait la ramener à lui, repousser l'inéluctable. Pendant des heures interminables, Monaco retient son souffle. Les journaux du monde entier commencent à diffuser la nouvelle, au début avec prudence, puis avec une inquiétude croissante. Hollywood, New York, Paris, Londres, partout, ceux qui avaient aimé la princesse, l'actrice, la femme, espèrent, supplient le destin de ne pas les priver d'elle. Mais au soir du 14 septembre, la terrible sentence tombe. Grace de Monaco, née Grace Patricia Kelly, n'a pas survécu. Elle s'est éteinte doucement, entourée de sa famille, dans un dernier souffle que la douleur du monde entier semble accompagner. Régnier, anéanti, refuse de quitter son chevet immédiatement. Il reste, longtemps, silencieux, tenant la main désormais froide de celle qui fut la lumière de sa vie, celle pour qui il avait remué ciel et terre, celle dont il savait, au plus profond de lui-même, qu'elle avait consenti pour lui au plus grand sacrifice. Plus tard, dans un moment d'intimité arraché au chaos des annonces officielles, Régnier confiera à un proche. « J'ai perdu plus qu'une épouse. J'ai perdu une part de moi-même. » Et dans ces mots simples, dans ce chagrin immense et pudique, résonne toute l'ampleur de la tragédie. Ce jour-là, le monde a perdu une icône, mais Régnier, lui, a perdu son amour, son ami, son rêve. Le 18 septembre 1982, Monaco s'arrête. La mer, d'ordinaire si bleue et brillante,
semble ce jour-là s'être voilé d'un gris profond, comme si même les éléments, en silence, portaient le deuil d'une lumière éteinte. Des milliers de monégasques, d'anonymes venus de toute l'Europe, de stars hollywoodiennes et de têtes couronnées du monde entier, convergent vers la cathédrale de Monaco, pour dire adieu à celle qui, par sa simple présence, avait élevé le rocher au rang de mythe vivant. Le cercueil, recouvert d'un simple drap frappé des armoiries de la principauté, est porté dans les rues étroites où la foule se presse, en silence, les larmes ruisselant sur des visages d'ordinaire si retenus. Régnier suit, tête basse, le visage marqué par une douleur sourde et irréparable, soutenu par ses enfants encore jeunes, eux aussi figés par l'incompréhension et la peine. Dans la cathédrale, baignée d'une lumière tamisée, les chants funèbres s'élèvent, comme une prière fragile suspendue entre ciel et terre. Mais l'histoire de Grace Kelly ne s'arrête pas à ce jour tragique. Non, son éclat ne s'est pas éteint avec elle, il s'est diffusé, il a traversé les frontières du temps, il a gagné cette intemporalité que seules les âmes véritablement grandes peuvent atteindre. Car Grace, au-delà de son destin brisé, a laissé une empreinte indélébile sur le monde. Elle n'était pas simplement une actrice au succès éclatant, elle était une icône d'élégance, une figure de bonté, un symbole d'une époque où la beauté se mariait avec la simplicité, où la célébrité s'accompagnait d'une dignité rare. Son style, ses gestes, sa voix douce, son regard mystérieux, tout en elle continue d'inspirer des générations entières, bien au-delà des modes passagères et des gloires éphémères. À Monaco, son héritage est omniprésent. Son nom est gravé dans les rues, dans les jardins qu'elle a contribué à embellir, dans les institutions caritatives qu'elle a soutenues, dans les sourires des enfants qu'elle a protégés par ses actions discrètes mais profondes. Chaque coin du rocher murmure encore son souvenir, comme un souffle léger dans la brise marine. Mais plus encore que la princesse, c'est la femme que le monde n'a jamais oubliée. La jeune furieuse de Philadelphie, l'actrice talentueuse qui hypnotisait Hitchcock, la mère tendre et attentive, la femme amoureuse qui, contre vent et marée, avait tout donné pour suivre son cœur. Régnier, profondément marqué, ne se remettra jamais tout à fait de cette perte. Jusqu'à son dernier souffle, plus de 2 décennies plus tard, il refusera obstinément d'être enterré ailleurs que près d'elle, fidèle à la promesse silencieuse qu'il s'était faite autrefois, au tout début de leur grand voyage. Celle de rester unis, dans la vie comme dans la mort. Aujourd'hui encore, dans la pénombre paisible de la cathédrale Saint-Nicolas, 2 pierres tombales sobres, côte à côte, témoignent de cette histoire d'amour hors du commun. Sous ces dalles blanches, silencieuses, reposent non seulement un prince et une princesse, mais surtout 2 êtres humains qui, à travers l'éclat et les épreuves, n'ont jamais cessé de s'aimer. Et lorsque l'on pense à Grace Kelly, ce n'est pas seulement son visage que l'on voit, ni même ses rôles les plus célèbres. C'est un éclat particulier de l'âme humaine que l'on ressent, ce mélange rare de force et de vulnérabilité, d'éclat et de simplicité, cette capacité à toucher, sans un mot parfois, le cœur même de ceux qui croisaient son regard. Grace Kelly n'est pas morte, elle vit encore dans la mémoire collective, dans chaque rêve de petite fille qui imagine qu'un jour, elle pourrait être une reine au grand cœur, dans chaque femme qui choisit l'élégance du geste au lieu du clinquant, dans chaque acte de douceur posé dans un monde qui en manque tant. Si cette histoire vous a ému, si la mémoire de Grace Kelly et la confession poignante du prince Régnier ont touché votre cœur, alors n'hésitez pas à soutenir notre travail. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits forts, profonds, vrais. Laissez un j'aime et pour faire rayonner cette mémoire, et partagez cette vidéo autour de vous, pour que jamais ne s'éteignent les histoires qui méritent d'être racontées et entendues.